Je vais ensuite passer la parole à Céline Pinac. Vous avez travaillé au sein de diverses collectivités territoriales. C'est une des rares personnes à avoir osé prendre la parole pour dénoncer la cécité volontaire de la gauche sur les agissements des islamistes. En réaction aux attentats terroristes de novembre 2015, vous vous êtes engagé tout d'abord avec le Printemps républicain, puis vous avez fondé votre propre mouvement associatif avec Fatira Boujalat, Vivre la République, visant à combattre l'islam politique et à défendre la laïcité. Vous avez publié un premier essai, Silence coupable, un appel à un sursaut républicain face à l'islamisme, et depuis 2022, vous êtes membre de la rédaction du magazine Causeur. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de partir finalement de ce que vous avez raconté, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui se passe et dans ce qui s'est passé en Iran sur la prise de pouvoir de Khomeini. Parce que vous savez, très souvent, on va vous dire, c'est quand même étonnant, cette histoire de l'Iran qui soutient le Hamas avec l'aide du Qatar. Comment se fait-il alors que d'un côté vous avez des sunnites et de l'autre vous avez des chiites? Eh bien, quand on connaît un petit peu l'histoire, il se trouve que Khomeini, à un moment dans sa vie, a l'intention de prendre le pouvoir, de détrôner le Shah, mais a un petit peu du mal à y arriver. Et il va rencontrer dans une conférence, il est en exil alors, un militant palestinien, et ça explique en fait tous les liens qui vont se créer, qui est un frère musulman, et qui va en fait lui donner finalement le chemin à suivre, le projet de prise de pouvoir des frères musulmans. Khomeini s'en empare, et c'est exactement ce qu'il va mettre en œuvre, notamment à Téhéran, et ce qui va l'aider à prendre le pouvoir. Et il y a déjà dans cette prise de pouvoir de Khomeini une donnée qui ressemble un petit peu à ce qu'on commence à voir monter en fait dans les pays occidentaux, qui est le lien entre une gauche assez totalitaire quand même dans sa façon de réfléchir et de penser et cet islamisme. Et notamment, Khomeini va prendre le pouvoir en s'alliant aux communistes. Et assez rapidement, dès qu'il prend le pouvoir, eh bien, il fait la peau à ses alliés. Et il ne va pas attendre très longtemps pour faire la peau à ses alliés. Ce qui est impressionnant chez notamment les islamistes, c'est leur rapidité d'action, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup de gens se disent « oui, mais enfin, c'est quand même curieux, ces gens qui font alliance avec des personnes dont ils ne partagent pas, j'allais dire, le moindre des soubassements idéologiques ». En fait, c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister chez nous et en Europe en règle générale. Regardez ce qu'on appelle la convergence des luttes aujourd'hui. Vous allez vous retrouver à peu près dans les mêmes manifestations, ou en tout cas presque dans les mêmes partis, ou agissant ensemble, des gens dont les intérêts non seulement ne sont pas communs, mais parfois sont totalement opposés. Vous prenez par exemple, en théorie, des féministes censées défendre le droit des femmes qui vont se retrouver à défiler ou à combattre à côté d'islamistes pour qui accorder l'égalité aux femmes est une pure hérésie. De la même manière, vous allez avoir des mouvements LGBT se battant pour le Hamas, alors que le Hamas jette les homosexuels du haut des immeubles. Donc vous regardez ça et vous vous dites, mais ces gens sont complètement cinglés. Comment est-ce qu'on peut fonctionner de cette manière-là? Et puis vous regardez l'histoire et vous dites, ah ben tiens, c'est curieux, soit l'être humain est con, c'est une hypothèse qu'on peut émettre, soit malgré tout, il y a des choses qui se passent dans ces histoires-là. Et si on admet que l'être humain n'est pas totalement crétin, il y a donc un vecteur qui fonctionne. Et celui qui peut vous éclairer sur pourquoi est-ce que ces convergences de lutte aussi bizarres fonctionnent, c'est un monsieur qui s'appelait Jacques Vergès. Jacques Vergès, quand il plaidait, si vous partiez des causes qu'il défendait, au bout d'un moment, vous disiez c'est quoi ça? Il n'y a rien en commun dans toutes ces causes, voire elles peuvent s'opposer. Il manque plus que le raton laveur à la fin et c'est bon. Et puis, quand vous regardez, non pas qui il défend, mais qui il attaque, là, tout d'un coup, eh bien, il y a une colonne vertébrale, il y a une unité et il y a une logique. Et il attaque qui? Il attaque l'État. Il attaque même le principe de république ou de démocratie, qui est pour lui un leurre.
Eh bien, quand vous regardez aujourd'hui le discours qui va unir islamistes, gauchistes, dans un certain nombre de pays, le camp LGBT, les néo-féministes, eh bien, vous allez voir que ce qui les unit, c'est la théorie de l'ennemi commun. Qu'est-ce qu'ils veulent? Abattre le capitalisme qui, pour eux, s'incarne dans l'action de l'État et abattre cette démocratie qui, pour eux, est une escroquerie qui empêche, en fait, l'avènement d'un modèle de société dont, si vous remarquez bien, ils ne parlent jamais. C'est-à-dire que tous ces gens qui vous expliquent à quel point ils sont opprimés, à quel point ils veulent changer les choses, ne vous dites jamais quelle société ils veulent construire. Pourquoi? Parce que ces sociétés ne sont pas désirables. Autrement dit, si vous regardez la réalité de ce qu'est un projet islamiste, alors c'est vrai qu'il y a des différences entre Raqqa et Téhéran. Mais sincèrement, personne n'a envie d'aller vivre dans ce type de pays. Et la grande force, en fait, des islamistes, c'est finalement d'investir complètement la théorie de l'ennemi. Autrement dit, ce qu'ils ont compris, c'est que si vous voulez unir des groupes avec des intérêts différents, il suffit de leur dire qu'ils sont menacés par la même chose. Et dans cette théorie de l'ennemi, qui est une théorie qui a été théorisée par Carl Schmitt était le théoricien de qui? Bien du nazisme. Parce que cette théorie de l'ennemi, c'est une unification dans la survie. Et dans la survie, vous n'avez plus vraiment de principe qui fonctionne. Dans la survie, on peut tout vous faire accepter, y compris la fin de vos libertés fondamentales, y compris la fin de l'égalité quand on vous place dans ce mode de logique. Et que fait principalement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez une religion qui prend du poil de la bête, on peut penser que toutes les religions vont faire la même chose. Sauf que vous avez quand même, en tout cas en France, dans toutes les études qui ont été menées, notamment énormément de sondages ou d'études, je pense notamment à l'étude de Anne Muxel et d'Olivier Galland qui ont été menées sur les lycéens, vous avez un différentiel énorme de positionnement entre l'islam et toutes les religions. Et un différentiel qui se traduit de façon extrêmement violente. Par exemple, si vous interrogez les gens sur la nécessité d'imposer leur religion au-delà de la loi, vous allez avoir chez les jeunes musulmans, ça va monter quasiment à 65-70%, et toutes les études le confirment, c'est-à-dire que pris à des dates différentes, vous avez les mêmes, on est dans les mêmes étiages, et à chaque fois on gagne 1-2 points en plus. Et vous avez un différentiel, c'est quand vous interrogez les catholiques, vous allez tomber à 25%. Donc le différentiel est énorme, et ce qu'il dit, c'est à la fois une différence culturelle très importante et aussi un travail politique réalisé auprès de cette population, parce que si vous vous recentrez sur les musulmans, vous allez trouver des différences importantes suivant le fait que vous interrogez des gens qui ont une cinquantaine d'années ou 60 ans. Si vous allez voir des vieux Chibani, ils ne vont pas du tout vous faire les mêmes réponses que les jeunes hommes que vous allez croiser en bas des immeubles dans les quartiers de relégation sociale. Donc on a deux différences, une différence entre les religions et à l'intérieur de la même religion, une différence entre les générations qui s'explique par un travail politique qui est réalisé auprès des plus jeunes. Parce que quand vous avez le temps devant vous et un levier, finalement cibler la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et qu'est-ce qu'on va remarquer en face? Une difficulté très profonde de nos hommes politiques de défendre l'idéal laïque. Alors pourquoi est-ce que c'est très compliqué? Parce que nous, en France, en tout cas, la laïcité, j'allais dire, a deux origines. Il y a une première qu'on connaît tout à fait, qui pour nous est une évidence, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est l'idée que la concorde civile ne peut pas être assurée par la religion. Pourquoi? Tout simplement parce que la France s'est tapée des guerres de religion qui l'ont énormément traumatisée
durant le XVIe siècle, et qu'elle estime que la religion n'est pas faite pour garantir la concorde civile, au contraire, qu'elle génère des violences impossibles à résoudre pour l'État. Et qu'elle peut même en arriver à la disparition de l'État. C'est ce que craint pendant très longtemps Catherine de Médicis, où derrière l'État, c'est surtout son pouvoir et le pouvoir de ses enfants, mais en tout cas, ces guerres de religion menacent clairement le pouvoir royal. Donc, ayant décidé que finalement, la religion ne pouvait pas garantir la concorde civile, on va petit à petit s'orienter vers des lois séparant, en fait, l'État de la religion. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est très forte chez nous et qui, elle, est paradoxalement oubliée par la plupart de nos politiques. C'est la dimension d'émancipation individuelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que la laïcité à la française lie les deux. Autrement dit, elle dit, il n'y a que dans le cadre d'une paix civile établie et garantie par l'État que les libertés individuelles peuvent se déployer. Et il y a une deuxième personne qui va accentuer ce regard-là, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt qui va faire une critique des droits de l'homme en disant à un moment donné, mais regardez, les droits de l'homme, c'est ce qui est censé protéger l'homme quand il est nu. Or, on a un cas comme ça. C'était les apatrides au moment de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement les Juifs d'ailleurs. Et elle dit, mais regardez, à ce moment-là, quand eux se sont retrouvés nus, autrement dit, sans aucun État pour défendre leurs droits, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un minimum de droits de l'homme qui leur a été accordé? Non, ils ont été massacrés. Les droits n'existent que si vous avez une puissance qui peut les garantir. Et ce faisant, elle rappelle finalement à quel point vous ne pouvez fonctionner que dans un cadre dans lequel les libertés, pour qu'elles vous soient accordées, vont devoir être garanties par des organisations collectives. Donc la liberté individuelle est profondément dépendante des cadres collectifs dans lesquels vous évoluez. C'est là que la laïcité joue un rôle extrêmement important, parce que ce qu'on oublie, c'est que la laïcité, c'est notamment un rapport à la loi. Qu'est-ce que va dire cette laïcité? Eh bien, finalement, si on prend la parole du comte de Clermont-Tonnerre, qui à un moment donné s'adresse, on est à l'époque de Napoléon, et Napoléon veut créer une nation unie, et se demande quelle peut être la place des Juifs à l'intérieur. Et Clermont-Tonnerre répond de façon très très claire. Il dit, les Juifs ne peuvent pas exister en tant que nation à l'intérieur de l'État. En revanche, ils doivent avoir tous les droits individuels des citoyens. Et à travers cette question qui est posée sur une confession particulière, en fait, on établit cette doctrine qui dit que peu importe ce en quoi vous croyez, de toute façon, les lois de l'État s'imposent à vous. Et on ne vous demande pas forcément de trouver, par exemple, que l'égalité homme-femme, ça soit ce qui vous plaît le plus dans la vie. Mais en fait, on n'en a rien à faire de savoir si vous adhérez au principe ou pas. Parce que la loi, elle ne se discute pas, elle s'impose. Quand, en 1905, on va décider de faire la séparation de l'Église et de l'État, on va négocier avec l'Église catholique ? Absolument pas. Ce qu'estime à ce moment-là le pouvoir, c'est que cette séparation est un acte de souveraineté. Et donc, elle va l'imposer, et elle va l'imposer en étant parfaitement à l'aise, puisque pour elle, c'est la garantie de la possibilité d'une réelle citoyenneté. Et ce qui est curieux aujourd'hui, c'est cette incapacité à faire la même chose avec la religion musulmane. Pourquoi? Parce que tout simplement, si chacun décide de vivre selon sa propre loi ou selon sa propre confession, vous n'avez plus d'État possible. Vous n'avez plus de monde commun. Et pour nous qui fonctionnons selon une logique, pour nous, il n'y a pas, vous n'avez pas des droits en fonction de vos appartenances. La seule appartenance qui vous donne des droits, c'est le fait d'être citoyen français. Vous n'aurez pas des droits différents parce que vous êtes femme par rapport à un homme. On est dans l'égalité, on a cette logique où on pratique et on a les mêmes droits.
Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que malgré tout, cette façon que nous avons d'imposer notre loi, est-ce que c'est parce que finalement, nous avons touché à la vérité? Cette vérité, nous la partageons tous, donc la loi est l'émanation de cette vérité. Vous voyez bien que si on rentre là-dedans, ça va être un petit peu compliqué. Non, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. L'idée qu'on a, c'est que finalement, l'homme est un être doué de créativité. Il a un pouvoir de création. Par le pouvoir de la loi, par la raison, par l'échange, par le débat, il se dote lui-même de lois. Mais au moment même où il les crée, ces lois lui échappent et s'imposent à lui. C'est pas parce que vous êtes, et d'ailleurs cette assemblée le dit, c'est pas parce que vous votez la loi que vous êtes au-dessus d'elle. Une fois qu'elle est votée, elle est au-dessus de vous, elle vous échappe et elle consacre en fait l'univers dans lequel vous allez déployer vos droits. Et pour que ceci fonctionne, pour que cette société-là ne soit pas totalitaire, il faut un deuxième élément qui est la séparation entre le public et le privé. Parce qu'il faut un endroit où vous en rabattez de votre identité personnelle. Vous n'êtes pas le Dazibao de vos obsessions. L'endroit où vous en rabattez sur vous-même, c'est le monde public. Dans ce monde public, vous devez aller à la rencontre de l'autre et vous devez créer un monde commun dans lequel vous allez déployer votre puissance d'agir politique. En revanche, dans votre privé, vous êtes là pour exprimer vos obsessions, vos particularismes, et là, pour le coup, à moins de commettre un acte extrêmement répréhensible, personne n'est là pour vous faire des remarques. Si vous voulez être un intégriste au dernier degré, ce sera peut-être dommage pour les gens qui vont vous côtoyer, à qui vous risquez de casser sacrément les bonbons, mais dans l'absolu, vous n'avez pas un impact extrêmement fort pour la société. Alors, je conclus du coup assez rapidement pour vous dire, il n'empêche que dans cette laïcité, dans cette foi que nous avons dans nos valeurs, y compris dans des valeurs que nous pensons être universelles, qui vont se résumer à l'égalité entre les hommes, qui ne doit pas être arrêtée ni par la couleur de peau, ni par la différence sexuelle, etc. Et ce qui met le sexisme et le racisme sur un pied d'égalité dans ce que nous rejetons. C'est quand même très curieux que maintenant nos sociétés acceptent très facilement le sexisme et deviennent hystériques sur le racisme, alors qu'en fait c'est la même racine du mal qu'il faut combattre dans les deux cas. Mais malgré tout, même la laïcité contient une part de foi. Regardez, il y a un truc qui est très très drôle, il faut lire la Déclaration d'indépendance américaine. À un moment donné, tous ces grands esprits réunis se disent, bon, ben quand même, on va fonder tout ce qu'on va imposer aux Américains sur quelque chose, on ne peut pas... Et voilà ce qu'ils écrivent. Il dit, nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes, tous les hommes sont créés égaux, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. On voit bien que là, on est surtout sur de l'adhésion à des valeurs. Alors ces valeurs, bien sûr, d'égalité, de liberté fondamentale, je pense que tous dans cette salle, nous y adhérons. Il n'empêche pas moins qu'il y a quand même un facteur de croyance et que nos mondes institutionnels sont aussi en partie des mondes fictionnels. Merci.